les équipes de nettoyage dépoussiéreront les voies, les services des eaux, électricité et téléphone vérifieront les réseaux. La Croix des Oiseaux, c'est un quartier d'Avignon Sud, un quartier désert, un quartier mort. Car ce dimanche 8 mars, c'est l'ordre d'évacuation générale. Toute la population, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde a dû partir car il y a danger. Il va y avoir ici une explosion exceptionnelle pour faire disparaître ceci. C'est-à-dire ces deux barres de 135 mètres de long et de 35 mètres de haut, et puis derrière, cette tour de 45 mètres de hauteur. Et c'est une opération très délicate, car cette explosion devra préserver et ne pas endommager cet immeuble qui, vous le voyez, jouxte pratiquement la tour à peine 2 mètres de séparation. Donc, les immeubles ont été minés, il y a 3000 charges explosives qui sont en place, mais qui ne devront surtout pas exploser tout en même temps, parce qu'alors l'onde de choc ébranlerait toute la ville et détruirait toutes les vitres. Donc au moment de l'explosion, ça va très vite, mais si vous regardez bien, vous verrez les mises à feu successives et qui se font au millième de seconde près. C'est véritablement une explosion de précision à laquelle nous allons assister maintenant. Bon, attention, dans 15 secondes, je commence le décompte. Nous sommes dans les dernières secondes avant l'explosion. Le compte à rebours va commencer. Donc ce sera d'abord la barre la plus proche de nous qui va s'effondrer, puis la deuxième, puis après la tour, le compte à rebours va commencer maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La première barre, la seconde, la tour. Apparemment, tout s'est merveilleusement bien passé. Vous voyez, les gens applaudissent, il y a une tension, puis après, il y a une libération formidable. C'est la fin du stress et la fin du suspense. Voilà donc une opération réussie de ce monde incroyable de l'explosion. Au cours de cette émission, nous en verrons bien d'autres. Nous verrons ces bulles de savon que des chercheurs font exploser comme des grenades. Nous verrons ces explosions de plaisir, les feux d'artifice, les effets de cinéma. Nous verrons les secrets de l'explosion nucléaire. Nous verrons ces bombes terribles que peuvent être les volcans, que peuvent devenir les étoiles. Et nous verrons l'explosion sans laquelle nous ne serions pas là, le Big Bang. À peine les lances à incendie des pompiers ont-elles rabattu la poussière que déjà là-bas, les bulles de terre commencent le déblaiement des décombres. Mais bien sûr, cette explosion, c'est l'aboutissement de tout un processus très rigoureux. En fait, la préparation dure à peu près 2 mois. Pour calculer toute l'opération, on a utilisé des ordinateurs, bien sûr, avec des programmes très spécialisés. Ces programmes permettront, selon les cas, de foudroyer l'immeuble à la verticale, comme nous l'avons vu, ou de le faire basculer. Ensuite, l'immeuble est préparé. Et voici dans quel état nous l'avons trouvé quelques heures avant l'explosion. Vous voyez que les structures du bâtiment ont été délibérément affaiblies, ce qui permet d'utiliser ensuite des charges moins puissantes. Les 3000 explosifs ont été soigneusement introduits dans les structures porteuses
Et de là partent des milliers de fils électriques qui conduisent tous au poste de tir où se trouve l'ordinateur de tir séquentiel qui va déclencher les mises à feu les unes après les autres. Un petit festival de ces explosions chirurgicales. Des destructions faites par une explosion pacifique, mais ailleurs, d'autres destructions faites par des explosions guerrières. Car l'explosif, on le retrouve aussi bien sûr dans les munitions, dans les bombes, dans les obus. Et là aussi, il fait des progrès étonnants. Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, des millions de bombes furent larguées sur le sol européen. Mais ces bombardements massifs, qui faisaient des centaines de milliers de victimes, touchaient rarement leur cible. 3% seulement des bombes atteignaient leurs objectifs militaires. Au sol, même problème. La quantité des tirs compensait le manque de puissance et de précision de l'artillerie. Un demi-siècle après, tout a changé. D'abord, grâce au progrès de l'électronique et des systèmes de guidage, les tirs ont gagné en précision. Mais les obus et les explosifs, eux aussi, sont devenus plus performants. Pour détruire les chars, pour percer leur blindage, il fallait mettre au point un projectile d'un genre nouveau. Cette révolution porte un nom, l'obus à charge creuse. Pour constater la différence entre un obus classique et un obus à charge creuse, nous nous sommes rendus à Bourges, à l'ETBS, un des plus grands centres européens pour les essais d'armes de combat terrestres et aéroterrestres. Sur ce site, les ingénieurs réalisent plus de 4000 tirs par an. Voici la cible, une plaque de métal épaisse de 20 cm, l'équivalent d'un blindage de char. Elle est située à 1500 mètres du canon. Voici l'arme. Un canon de 105. On le charge d'abord avec un obus classique à fragmentation. Le principe est simple. À l'intérieur, il y a un explosif. À l'extrémité, un détonateur. Au moment de l'impact, la détonation fera éclater l'enveloppe de métal. Observateur du PC, vous êtes prêts? Observateur, prêt à l'abri. Pièce prête? Pièce prête. Attention pour le tir. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Résultat, aucun. La plaque de blindage est à peine endommagée. Efficaces contre des fantassins, les obus à fragmentation sont inopérants contre le blindage des chars.
deuxième essai, cette fois avec un obus à charge creuse de même calibre. Feu! La cible a été complètement perforée. Le secret, c'est évidemment ce creux à l'avant de l'obus. Là se trouve une membrane de cuivre. L'explosion va en faire un jet de métal brûlant qui attaque et perce le blindage. Aujourd'hui, on estime qu'une charge creuse peut percer jusqu'à 40 cm de blindage. Si les obus se sont améliorés, les explosifs eux aussi ont augmenté leur pouvoir détonnant. Traditionnellement, les obus étaient chargés avec de la tholite. Aujourd'hui, la tholite est remplacée par de l'exogène, un explosif beaucoup plus compact et beaucoup plus puissant. Mais à toute arme correspond une parade. La charge creuse perce la cuirasse. Fort bien. Ce sera donc l'explosif qui protégera de l'explosion. Car les blindages des chars modernes sont renforcés par des charges explosives. Au moment de l'impact, celle-ci annihile le jet de cuivre brûlant de l'obus à charge creuse. Alors, voici la contre-parade. Un missile qui comporte 2 charges creuses qui fonctionnent en tandem. Avant l'impact, le missile éjecte une première charge creuse qui neutralise le blindage réactif en le faisant exploser. Le champ est libre pour la seconde charge qui, elle, détruit le char. Nul doute pourtant qu'une parade à la contre-parade verra bientôt le jour, entraînant à son tour la mise au point de nouveaux obus au pouvoir destructeur encore accru. C'est véritablement une course sans fin, celle entre la hache et le bouclier, entre l'obus et la cuirasse. Une explosion, c'est, on l'a bien vu, une brutale libération d'énergie. Et quand on utilise des explosifs, d'énergie chimique. Alors, l'énergie chimique, c'est celle qui se dégage dans une combustion. Et comment se dégage-t-elle dans une explosion? Eh bien, pour cela, vous allez voir une explosion puisqu'on va faire exploser une bulle de savon. Vous voyez, elle se constitue. Évidemment, c'est du gaz explosif qu'on a mis à l'intérieur et il y a un contacteur qui va faire une étincelle. J'ai mis un casque anti-bruit. Attention, ça va faire du bruit. Attention, allez-y. Boum! Alors, évidemment, le phénomène pour nous, il est instantané et on ne voit pas ce qui se passe, mais regardez ici, au ralenti. Eh bien, on voit d'abord, vous voyez, c'est la bulle de savon qui se défait, c'est-à-dire la pellicule qui s'enlève et qui libère quoi? Qui libère cette sorte de poche de gaz qui se trouvait à l'intérieur. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est la combustion quasiment instantanée, très rapide en tout cas, de cette poche de gaz sous forme d'une boule de feu. Et donc c'est une combustion qui se propage très rapidement et qui libère ainsi, par combustion, toute l'énergie chimique. Voici une première forme d'explosion, c'est une déflagration. Voici maintenant le deuxième type d'explosion, la détonation. Pour cela, c'est un autre mélange gazeux qu'on a introduit dans la bulle. Mais cette fois, il va falloir non seulement mettre le casque protecteur, mais s'éloigner parce que c'est une forme d'explosion beaucoup plus brutale. Attention. On ressent même un effet de souffle. Alors, que se passe-t-il dans une détonation? Pour le voir, regardons ce film d'une détonation à l'intérieur d'un ballon. Et il y a une boule de feu qui se propage, mais à l'avant de cette boule de feu, il y a une onde de choc. Et c'est seulement lorsque l'onde de choc atteint les parois du ballon que le ballon explose et que l'effet de souffle va se répandre dans l'atmosphère. Et cette onde de choc se propage 10 à 100 fois plus vite que la boule de feu d'une déflagration. Le résultat est évidemment beaucoup plus dévastateur. Alors, déflagration, détonation, que s'est-il passé par exemple il y a quelques mois, souvenez-vous, lorsque des silos à grains ont explosé à Blaye en Gironde. 20 août 1997,
Avec l'accident du silo à grains de Blaye en Gironde, la France stupéfaite découvre que le blé peut exploser. Oui, comme de la poudre à canon. L'explosion a soufflé la totalité du bâtiment haut de 50 mètres. J'ai entendu un très grand boom, tout a tremblé. J'ai pensé que c'était une mine ou quelque chose qui sautait à côté. Et en fait, on a vu une énorme fumée qui sortait des silos. Pourquoi ce drame ? Parce que la poussière de blé en suspension, mélangée à l'oxygène de l'air, forme un cocktail explosif. En principe, ça ne peut pas se produire car la poussière est évacuée par des soupapes de sécurité qui empêchent toute accumulation. Mais si l'évacuation se fait mal, alors le silo peut devenir une véritable bombe qui explose à la moindre étincelle, comme le montrent ces tests réalisés avec de la simple farine de boulanger. Et pourtant, à Blaye, il s'agissait d'une déflagration. La catastrophe aurait pu être encore plus terrible s'il s'était produit une détonation. D'autres explosions, elles, ne sont pas des accidents. Rappelez-vous, le 25 juillet 1995, vers 17h30, un explosif de forte puissance dévaste la station Saint-Michel, faisant 7 victimes. C'est le prélude d'une campagne terroriste qui durera plusieurs mois. Pour remonter aux terroristes, il faut partir de l'explosion. Ici, au laboratoire central de la préfecture de police, des chercheurs vont reconstituer la bombe à partir des débris les plus infimes, parfois de simples traces. Le tri des débris que nous avions collectés nous a permis de trouver une aiguille de réveil, une aiguille des heures d'un petit réveil, aiguille en matière plastique sur laquelle était bobiné un conducteur électrique dénudé. Cette aiguille ainsi bobinée, nous l'avons retrouvée sur les attentats qui ont suivi, en région parisienne notamment, à 3 reprises. Et c'est un élément de comparaison technique très intéressant quant à la facture des engins explosifs. C'est-à-dire qu'il s'agissait de la même équipe? Il s'agissait manifestement de la même équipe de conception de ces engins explosifs. Dans un domaine comme le terrorisme, rien ne vaut la prévention. Alors imaginez, cette valise déposée sur la voie publique contient un engin explosif. Aussitôt, les artificiers interviennent avec ce petit robot de déminage. Au bout de son bras articulé, il y a un canon à eau. Oui, à eau. La force du jet d'eau, 2,40 mètres par seconde, doit permettre de démanteler la bombe avant qu'elle ait pu fonctionner. Ce n'était qu'une simulation, bien entendu, mais cette technique a prouvé son efficacité dans 95% des cas. Les explosifs ont aussi une odeur qui les trahit. Sur ce plan, les détecteurs à 4 pattes restent imbattables. Expérience. Voici 3 sacs à dos. Les 2 premiers contiennent du linge. Dans le 3e, nous allons glisser une enveloppe contenant un petit bâton de dynamite. Les 3 sacs à dos sont dissimulés sous 3 voitures différentes. Voyons maintenant comment va réagir le chien. Il s'appelle Ricky et c'est un berger allemand de l'unité cynophile de la préfecture de police de Paris, spécialement dressé pour renifler les explosifs. Ricky. Comme Ricky, son maître ignore quel est le bon sac. Stop. Ricky se met à l'arrêt et il attend. Vérifions. C'était bien ça. Le feu d'artifice, l'art de combiner l'explosion et la combustion pour le plus grand plaisir des yeux. Ce que nous venons de voir là, vous appelez ça comment dans votre... Des bombes chrysanthèmes. Des chrysanthèmes. Alors, voici justement en maquette une bombe chrysanthème. Alors à la base, il y a une charge explosive que vous avez mis à feu au départ.
Exactement. Et ces gaz dans le mortier ont propulsé la bombe, et puis en même temps ils ont allumé, regardez ici, une sorte de mèche qui a brûlé pendant la montée et qui, arrivé à 100 mètres de hauteur, a fait exploser cette charge, donc deuxième explosion, qui a réparti toutes ces billes tout autour. Vous appelez ça comment? Des étoiles. Et les étoiles, elles, se sont mises à brûler. C'est ce que nous avons vu. Si on s'en fait une autre. Avec plaisir. Bon, j'appuie. Allez-y. Ce qu'il y a quand même de merveilleux dans la pyrotechnie, c'est ce jeu des couleurs. Comment vous choisissez? Ça fera du jaune, ça fera du vert, ça fera du bleu. En fonction d'un sel qu'on incorpore dans la composition pyrotechnique. Alors, ces sels, c'est une sorte de palette, et puis vous jouez avec. Exactement. Et vous nous composez ce que vous voulez, du doré, du bleu, du vert. Exactement. Bah, du vert, tiens, ça se fait comment? Un sel de barium. Un sel de barium. Et vous en avez des verts? Ben oui, le voilà. Alors, je tire. Allez-y. Les feux d'artifice, bien sûr, c'est magique, mais attention, ce ne sont pas de simples pétards. Et si je me permets ici de les mettre à feu, c'est sous le contrôle des professionnels, parce qu'autrement, on risque, oui, des accidents. Ce n'est pas un attentat terroriste, mais l'explosion accidentelle d'une caisse de feu d'artifice dans le coffre d'une voiture. Une preuve que les feux d'artifice, en effet, ne sont pas des jouets. Quand les fusées sont tirées depuis une console électronique, les artificiers ne risquent rien. Mais beaucoup de feux sont encore tirés manuellement. Le danger, ce sont les fragments enflammés qui retombent sur les rampes de lancement. Sur ce stand de tir, on a remplacé les artificiers par des bâches de plastique. Quand les fusées explosent, voyez ce qui arrive aux bâches. Les feux d'artifice ne sont pas des jouets, mais certains téméraires adorent jouer avec. Chaque 15 janvier, à Yanshui, une petite ville de Taïwan, on célèbre une fête locale en tirant des milliers de fusées au beau milieu de la foule en liesse. Évidemment, les participants à ces étranges joutes portent pour la plupart des vêtements de protection. D'autres s'abritent comme ils peuvent, et tous s'amusent comme des petits fous. Le plus étonnant, c'est qu'on ne dénombre chaque année aucun mort. Juste quelques blessés légers. L'explosion peut avoir des effets mécaniques, sonores, lumineux ou fumigènes. Et tout l'art de l'artificier, c'est de concevoir des engins qui vont jouer de tel ou de tel de ces effets pour obtenir l'effet recherché. Alors un exemple ici, c'est le canon avalancheur. Il lance ses projectiles, il ne les lance pas avec une explosion, mais avec de l'air comprimé, et les lance à 2 km sur les cimes recouvertes de neige, d'une neige qui risque de tomber et de provoquer des avalanches. Et évidemment, ce projectile est plein d'explosifs, et regardez, à l'instant même où il arrive au contact de la neige, le percuteur provoque l'explosion et l'engin est calculé pour avoir un effet de souffle qui va décoller le manteau neigeux et éviter ainsi l'avalanche pendant la journée. Donc là, on a tiré parti de l'effet mécanique de l'explosion, et maintenant, on va tirer parti de l'effet sonore. Ça, Daniel Cazenave, c'est finalement un très gros pétard. Hein. C'est un signal avertisseur qui développe 160 décibels. Attention les oreilles. Et donc, il se fixe sur les rails, c'est pour protéger les chantiers c'est pour délimiter une zone de chantier sur les voies ferrées. Lorsqu'une résine passe sur le signal, le bruit généré par la composition pyrotechnique avertit le chauffeur de s'arrêter immédiatement. Oui, le problème, c'est qu'il faut que ça fasse du bruit et rien que du bruit. D'ailleurs, on va en juger, venez, on va le faire exploser. Mais attendez, il faut d'abord que je mette le casque anti-bruit, s'il vous plaît. Allons-y.
Bon. Alors, effectivement, il n'y a eu aucune projection. Les ouvriers ont été protégés, mais le train, la locomotive n'a pas déraillé. Et maintenant, l'effet lumineux et fumigène essentiel comme signal de détresse pour les naufragés. Seulement là, on ne peut plus utiliser l'explosion. Pourquoi? Parce qu'elle dure un instant, elle ne ferait qu'un éclair. Et bien sûr, le naufragé a besoin d'un signal qui dure. Alors voici la version fumigène de jour pour se faire repérer. Là. Voilà. Et Daniel, vous avez une version de nuit plus lumineuse. Une explosion, ça fait du bruit, de la fumée, des éclairs, des flammes, des destructions, beaucoup de victimes. J'ai eu chaud, mais non, je suis toujours entier parce que, heureusement, c'était une explosion de cinéma. Mais l'explosion de cinéma, c'est tout un art. Un art, mais aussi un artisanat. Au royaume des apocalypses de cinéma, chaque artificier a ses astuces. On pourrait presque dire ses recettes de cuisine pour faire des grands bangs avec des petits booms. Les modèles réduits tout d'abord. Pour ces scènes, les artificiers ont fait exploser des maquettes dans des décors miniatures. Parfois, l'illusion est trop parfaite. En 1942, l'Oscar des effets spéciaux échappa à ce film de Cécile B2000. Motif ? Le jury refusait de croire que les séquences d'explosion avaient été tournées avec des modèles réduits. En 1991, pour le film Cliffhanger de Rennie Harling, les artificiers devaient faire exploser un hélicoptère sur une paroi rocheuse. Trop risqué et trop cher. On opta encore une fois pour un modèle réduit. Les charges sont soigneusement disposées sur le modèle. Lors du tournage, les explosions seront télécommandées. Une petite charge fera sauter la queue de l'appareil. Une bombe fumigène reliée à un détonateur fera sauter la carlingue. 3 petits mortiers feront éclater le cockpit. L'ensemble sera filmé à grande vitesse, 150 images par seconde, 6 fois la vitesse normale. L'effet de ralenti donnera plus d'ampleur visuelle à l'explosion. Pour certaines scènes, les artificiers doivent faire exploser des charges en vraie grandeur à proximité des acteurs et des figurants. C'est Georges Desmétros, déjà connu pour son travail sur Dien Bien Phu et le Hussard sur le toit, qui se chargea des effets pyrotechniques du Capitaine Conan de Bertrand Tavernier. Nous l'avons retrouvé à Paris sur le tournage du film Ronin de John Frankenheimer. L'équipe, ce soir-là, préparait une scène compliquée de cascade avec explosion de voitures. Moi, je fais des effets en direct. Et c'est souvent grandeur nature. C'est-à-dire que les voitures sont des voitures normales, les immeubles sont des immeubles normaux, de taille normale. Et moi, je ne travaille pas sur maquette ni en image de synthèse. Voilà. Je ne fais que du direct et du réel. Les artificiers décident avec le metteur en scène des places les moins risquées pour les caméras. On installe les caméras dites sacrifiées, protégées par un épais blindage. Puis les autres caméras qui filmeront l'explosion sous le meilleur angle. Les trajets des voitures doivent être précisément synchronisés puisque l'une d'elles prendra feu. On met en place la scène avec des véhicules témoins calés au centimètre près.
Pour les besoins de la scène, une voiture doit exploser en percutant le pilier par l'arrière, tandis que l'autre traverse le terre-plein et slalom à contre-courant de la circulation. Cette opération étant trop dangereuse pour un cascadeur, c'est un semi-remorque relié par un câble à la voiture qui la tractera pour la faire s'écraser contre le pilier. Les charges sont maintenant placées dans le coffre de la voiture et autour du pilier pour renforcer l'effet d'explosion. Une dernière mise au point. Tu la veux où? Tu la veux là-haut, là, pas? Mais déjà au camion là-bas. Déjà au camion, en voiture, s'il vous plaît. Tout s'est bien passé. Plus tard, en post-production, seront ajoutés les bruits d'explosion, les sirènes de police, les crissements de pneus et les cris de terreur qui donneront à la scène tout le réalisme souhaité par le réalisateur. Il y a sur Terre des machines à explosion, ce sont les volcans. Voici l'un des plus célèbres, le cratère du Vésuve. Le cratère qui n'a pris sa configuration actuelle qu'au début de notre ère, après avoir provoqué une épouvantable tragédie, la destruction d'Herculanum et de Pompéi. Donc, il faut imaginer en l'an 79 de notre ère, cette fin du monde qu'ont vécu les habitants de Pompéi. Tout à coup, le sol s'est mis à trembler, le ciel à s'obscurcir, et puis le volcan voisin, est entré en éruption et une nuée ardente s'est abattue sur la cité, a tué, a enseveli les habitants, les monuments. Ce fut le jour du Vésuve, le dernier jour de Pompéi. Le volcan de Naples, pour imposant qu'il soit, est loin d'être le plus gros qui existe sur Terre, et l'explosion de 79, pour tragique qu'elle ait été, est loin d'être la plus puissante dont on ait conservé la mémoire. Les explosions du Krakatoa, les explosions de Santorin ou du Pinatubo furent d'une toute autre ampleur. Et puis, les scientifiques qui étudient l'histoire de la Terre découvrent de plus en plus qu'elle a été marquée, ponctuée par des épisodes tragiques correspondant à des explosions absolument cataclysmiques, soit provoquées par l'impact d'objets célestes, soit par des crises volcaniques d'une ampleur insoupçonnée. Oui, la Terre a vécu au rythme des explosions et ses habitants furent périodiquement exterminés par le souffle et le feu. Bien avant les habitants de Pompéi, les dinosaures connurent une fin apocalyptique il y a 65 millions d'années. Ce n'était que la dernière en date des grandes catastrophes qui ont jalonné toute l'histoire de la vie, et pas la pire. Il y a 250 millions d'années, à la fin de l'ère primaire, une autre crise majeure a détruit 90% des espèces existantes. Même scénario, il y a 370 millions d'années. Et idem, il y a 440 millions d'années. À quoi attribuer ces extinctions de masse? On n'en sait rien, mais on peut deviner. Regardez la surface de la planète Mars. Elle est plus lisible que celle de la Terre. On y a trouvé des cratères d'impact, traces de formidables bombardements d'astéroïdes. On y a aussi découvert des volcans absolument gigantesques, hauts de plusieurs dizaines de kilomètres. Notre petite sœur planétaire a donc subi des explosions cataclysmiques. La Terre aussi. Il y eut ces astéroïdes frappant la Terre à très grande vitesse et provoquant des explosions équivalentes à celles de milliers de bombes atomiques.
il y a certains volcans qui fonctionnent comme des bombes. Longtemps, ils semblent endormis tandis qu'à l'intérieur monte le magma, s'élève la température, augmente la pression des gaz. Un jour, c'est l'explosion qui nous terrifie. Or, certains géologues pensent que celles-ci ne sont rien à côté de celles qui eurent lieu dans le passé. Périodiquement, c'est toute la planète qui vivrait une crise volcanique majeure. Voilà les violences qui ont ponctué l'histoire de la Terre et l'histoire de la vie. Or, ces explosions, celles des astéroïdes ou celles des volcans, ont eu des conséquences catastrophiques pour l'ensemble de la planète qui devint invivable pour la plupart de ses habitants. C'est ainsi que les dinosaures se sont effacés pour laisser place aux petits mammifères dont nous sommes issus. L'évolution n'a pas été un long fleuve tranquille, une symphonie qui aurait suivi son cours de l'amibe à l'homme. Il faut aussi compter avec les grosses caisses qui font boum, ces explosions gigantesques qui ont exterminé la plupart des espèces et permis à d'autres d'apparaître. Un grand merci donc aux explosions qui ont vidé la Terre des dinosaures pour l'ouvrir aux hommes. Sans elles, ce serait peut-être une toute autre équipe qui vous présenterait cette émission. Des cratères tracent d'anciennes explosions qui, elles, n'avaient rien de naturel parce que nous nous trouvons ici à Moronvilliers, près de Verdun, sur un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale apparaît l'explosif nucléaire. Et pour mettre à feu une bombe atomique, que faut-il? Il faut des explosifs classiques utilisés de façon très particulière, ce que l'on étudie ici dans ce centre d'essai du commissariat à l'énergie atomique. L'explosion nucléaire se produit lorsque l'explosif nucléaire change de forme instantanément. Donc au départ, on va avoir une sphère creuse d'uranium-235 ou de plutonium et on va la faire imploser avec des explosifs classiques. Ce sont ces expériences que l'on fait ici à Moronvilliers où il n'y a pas de matière nucléaire. Alors voici une expérience typique, une sphère creuse, elle va être écrasée par des explosifs classiques et cette implosion sera suivie par ce dispositif de capteur en plot d'épingle. Ce sera suivi au milliardième de seconde près. Cette expérience, nous allons la suivre en direct ici. Alors voici la sphère creuse. Les explosifs n'ont pas encore été mis en place parce que nous n'avons pas le droit de les filmer. Ça, c'est un secret de la défense nationale. Et l'explosion elle-même, eh bien, elle sera suivie puisque grâce à ce miroir, son image sera renvoyée en dessous sur des caméras ultra rapides. Moins 30 secondes. Voici donc le moment de l'explosion, de la détonation en l'occurrence. Nous la suivrons depuis la salle de contrôle, mais nous pourrons aussi l'observer sur cet écran grâce à la caméra fixe près du pas de tir. Les sirènes font évacuer le site. Nous allons avoir maintenant le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1... Évidemment, le décalage entre l'image et le son de l'explosion qui arrive. Donc l'essentiel, c'est pas l'explosion, c'est l'implosion, l'écrasement de cette sphère creuse, mais ça n'a pris qu'un millionième de seconde. Il va falloir maintenant reconstituer l'événement. Pour cela, il y a les photos qui ont été prises, vous le voyez, par la caméra ultra rapide. Là, bien sûr, ont été prises lors d'une précédente implosion. Et puis, il y aura aussi le dépouillement de toutes les informations transmises par les petits capteurs, la pelote d'épingle qui se trouvait au cœur de la sphère creuse. Donc ça, c'est la première phase d'une explosion nucléaire, la phase chimique. Mais que se passe-t-il ensuite ? Voici l'explosif nucléaire, de très gros atomes de plutonium ou d'uranium-235 qui ont la possibilité, vous le voyez, d'exploser spontanément en dégageant beaucoup d'énergie et surtout en dégageant des neutrons qui vont aller à leur tour heurter d'autres atomes, les faire exploser, cracher d'autres neutrons qui vont faire exploser d'autres atomes et ainsi de suite. Lorsque le plutonium ou l'uranium-235 est dans une configuration de sphère creuse, la plupart de ces neutrons se perdent.
Mais en revanche, lorsque toute cette matière est rassemblée en une seule boule, alors ces neutrons vont tout de suite heurter d'autres atomes qui vont exploser, qui vont cracher d'autres neutrons, qui vont provoquer d'autres explosions. Et tout de suite, c'est l'explosion. Donc, avec ce type d'explosif nucléaire, il faut passer de la configuration de sphère creuse à la configuration de sphère pleine pour provoquer l'explosion nucléaire. Mais il y a un autre explosif nucléaire beaucoup plus puissant, c'est l'hydrogène lourd, le deutérium ou le tritium. Là, il s'agit de très petits atomes qui ont la possibilité de fusionner 2 à 2 pour former des atomes d'hélium. Et c'est une réaction qui dégage énormément d'énergie, mais qui ne se produit qu'à des températures de millions de degrés, des températures qui ne peuvent pas être produites par des explosifs chimiques classiques. Il faut donc que ce soit une bombe nucléaire à fission qui crée la température pour amorcer l'explosion de fusion. Donc, dans une bombe H, on a à la fois des explosifs classiques pour faire exploser une bombe A, et puis cette bombe A fait exploser à son tour une bombe H. C'est extraordinairement compliqué, évidemment, d'agencer ces différents éléments. C'est, je dirais, le secret de la bombe H. Fission, fusion sont des phénomènes physiques et l'explosion nucléaire est une expérience scientifique. C'est aussi un spectacle, lorsqu'elle se produit dans l'atmosphère, absolument saisissant, terrifiant, prodigieux, je le sais, pour avoir assisté à l'un de ces essais. Car l'explosif atomique, hélas, a pu être utilisé à des fins militaires, donnant naissance à la bombe atomique et nous valant toute cette série d'essais dans l'atmosphère qui, heureusement, sont aujourd'hui interdits. Regardez. Qu'on le veuille ou non, le diable fascine. Et le diable atomique n'accepte pas à la règle. À preuve ces images, des images qui ont une histoire. De 1945 à 1962, l'armée américaine procéda à plus de 200 tirs atomiques en atmosphère. Tous ces essais furent filmés. Mais quand l'Amérique décida d'interrompre ses expériences aériennes, les films furent entreposés dans des caves de l'armée où, avec les années, ils ont fini par se détériorer. Jusqu'au jour où cet homme, Peter Curran, décida de leur rendre une seconde vie en les retravaillant image par image sur un ordinateur. Et regardez, comme par magie, les rayures ont été effacées et les couleurs ravivées. On peut s'autoriser à trouver à ces flambées d'apocalypse une étrange beauté, à une seule condition, que le spectacle, à jamais, se limite à ces vieux films restaurés. Et dans l'univers, parmi les étoiles au sein des galaxies, y a-t-il aussi des explosions? Oh oui, mais ce ne sont plus des explosions chimiques, même pas des explosions thermonucléaires, non. Un nouvel explosif entre en scène dans l'univers terrifiant, et c'est la gravitation. Voyez, par exemple, cette photo du nuage de Magellan avec toutes ces étoiles, notamment celle-ci. Et soudain, voilà ce qu'on a découvert. Cette étoile avait explosé et ça s'était traduit par un éclat lumineux extraordinaire. Il s'agissait d'une supernova. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, que cette étoile énorme, tout à coup, sous l'effet de son formidable champ de gravité, s'était écrasée. Donc d'abord, elle avait implosé. Et du coup, et par réaction, toute la partie extérieure de l'étoile avait été soufflée, projetée dans l'espace. Et ces explosions stellaires
ont une importance colossale. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur des étoiles se forment des atomes tout à fait essentiels, les atomes d'oxygène, d'azote, de carbone. Et lors de l'explosion des supernovas, ces atomes sont projetés dans l'univers. Et même à cette occasion se forment les atomes lourds de tous les métaux dont nous avons besoin. Et toute cette matière ensuite va se regrouper pour faire des étoiles comme le Soleil, pour faire des planètes comme la Terre, et pour nous faire, nous, c'est-à-dire que nous sommes tous les enfants des supernovas, les enfants de l'explosion en quelque sorte. Donc, il y a les explosions stellaires à l'origine de la matière ordinaire et à l'origine de l'univers. Eh bien, les astronomes nous disent qu'il y a à peu près 15 milliards d'années, toute la matière universelle était rassemblée dans une source unique, ponctuelle d'énergie à très haute température et qui brutalement est entrée en expansion. Oui, c'est le Big Bang. Mais Big Bang, ça ressemble terriblement à une explosion. Donc, l'univers serait né d'une explosion. Fort bien. Mais quel était l'explosif du Big Bang? Qu'est-ce qui a explosé il y a 15 milliards d'années? Oui, qu'est-ce qui a explosé? Aujourd'hui, les astrophysiciens parviennent à reconstituer le scénario du Big Bang avec une précision diabolique en remontant aux premières fractions de seconde de l'explosion initiale. Mais encore une fois, si l'univers tout entier a surgi d'une explosion, qu'est-ce qui a explosé? Aujourd'hui, les astrophysiciens disent oui, il y a quelque chose qui a explosé. Mais quoi? Le vide quantique. L'idée, c'est que peut-être l'espace et le temps, au moment du Big Bang, sont nés à partir d'une mer, d'une écume bouillonnante, mais non pas d'espace et de temps, mais d'énergie. C'est cela que l'on appelle le vide quantique. C'est une mer bouillonnante d'énergie qui fluctue en permanence. Et donc, on a imaginé certains scénarios dans lesquels les plus grosses fluctuations de ce vide quantique ont engendré des univers ou des bulles d'univers qui après ont évolué selon leurs propres lois. Si bien que nous, lorsque nous parlons de notre univers, remontant peut-être à 15 milliards d'années, eh bien, on ne décrirait que l'histoire de la bulle dans laquelle nous nous trouvons et qui aurait émergé du vide quantique il y a simplement 15 milliards d'années. Et finalement, le concept d'explosion reste dans cette idée de vide quantique. Parce que c'est vrai qu'initialement, on avait parlé de l'explosion du Big Bang qui induisait une fausse image, c'est-à-dire de la matière qui s'éparpillait dans un espace préexistant. Donc cette idée est fausse. Mais dans le concept de vide quantique, on peut véritablement parler d'une explosion du vide quantique, comme si le vide était bourré d'énergie, comme une véritable dynamite, et un peu sous le jeu de fluctuations aléatoires, à certains moments, le vide quantique explose et engendre des univers. Une explosion créatrice. C'est un paradoxe superbement illustré par ces œuvres dont la matière déchirée porte la trace de l'explosion qui les a fait naître. Le phénomène explosif est riche d'une foule de formes, d'éclatements, de déchirements, de compressions, de torsions, de fusions, etc. Donc le sculpteur Chantal Cottet utilise l'explosif comme le burin et le marteau et cette casemate de tir comme atelier du sculpteur. Elle a donc préparé, choisi soigneusement les matériaux, mais surtout, elle a placé dans ce dispositif, calculé les explosifs qui vont faire naître les formes désirées. Ainsi, l'explosion, en l'occurrence l'implosion ici, l'explosion va devenir l'instant créateur qui a été préparé par l'artiste et qui va être, je dirais, interprété par la matière. Et oui, l'explosion n'est pas seulement
destructrice. Et du Big Bang au feu d'artifice, elle peut aussi être créatrice. Ce qui est sûr, c'est que cette brutale libération d'énergie, cette éphémère victoire de la force et de la violence participe à l'ordre maîtrisé du monde, alors même qu'elle semble le bousculer.